Bonjour à tous. Je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis pas mal de temps déjà, enfin un petit peu plus d'un an et demi, qui est un reverse proxy et un load balancer. Je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis initialement un développeur qui a un peu migré vers le côté Ops au fur et à mesure du temps. Euh, du coup, je travaille pas mal évidemment avec avec tout ce qui est conteneur logiciel, donc Docker, avec le langage Go, dont je parlerai un peu plus par la suite, sous Linux en général. J'ai travaillé dans des grosses entreprises, style Airbus, Thales, et des petites entreprises, des startups, Zenica enfin, dernièrement. Et du coup, je suis le créateur et un des mainteneurs de trafic. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi créer un nouveau reverse proxy. Il y en a déjà plusieurs sur le marché qui sont super fiables, super performants, mais également un peu anciens. Par exemple, HAProxy a quand même plus de 10 ans, Nginx a quasiment 10 ans. Pour répondre à cette question, je vais devoir parler des architectures microservices. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne sont pas forcément au courant ou qui ne savent pas forcément ce que c'est que dans les détails. Donc initialement, il y a 10 ans, quand on déployait nos applications étaient monolithiques, c'est-à-dire en un seul bloc. Et on avait pas mal de problèmes. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de problèmes à gérer notre production, notamment par exemple au niveau des mises à jour d'une sous-partie de notre application. Donc imaginons qu'on veuille mettre à jour une sous-partie de notre application. Si c'est une application monolithique, on est obligé d'éteindre notre application entière, de mettre à jour notre service, par exemple, et de redémarrer notre application. Et ça, c'est quand même super lourd, sachant qu'on met à jour une toute petite partie. Donc, au fur et à mesure du temps, un nouveau type d'architecture est apparu, et ça a consisté à splitter notre grosse application monolithique en plein de petites applications qui communiquent les unes avec les autres, souvent en HTTP et en REST. Donc ça a été initialement utilisé par les géants du web, comme par exemple Netflix, qui sont bien connus pour avoir mis en prod une application à base de microservices, mais à base de dizaines de milliers de microservices qui communiquent les uns avec les autres. Et quand on voit leur diagramme d'architecture, c'est un peu affolant. Mais bon, en tout cas, ça a pas mal d'avantages, même si ça introduit une certaine complexité. Ça a pas mal d'avantages, et le premier, c'est la gestion de la prod, et notamment la gestion des updates. Comme les services sont faiblement couplés les uns entre les autres, c'est beaucoup plus simple de les mettre à jour sans casser la prod, et surtout sans devoir redémarrer tous les services. Donc c'est ça un des intérêts. Donc il y a 2 ans, je travaillais sur la création d'une plateforme pour déployer des microservices, et du coup j'ai eu besoin de pas mal d'outillages assez récents à l'époque, mais toujours, toujours assez récents aujourd'hui. Par exemple, les conteneurs logiciels. Donc bon, à l'époque, j'ai utilisé Docker, mais aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser Rocket si vous le souhaitez, ou d'autres systèmes. Donc clairement, les conteneurs logiciels, c'est la voie royale vers les microservices parce que ça permet justement d'isoler de façon logicielle les microservices les uns avec les autres. Et ça permet aussi de les packager et de les déployer. Donc voilà, c'est quand même un super outil pour packager et déployer ces microservices. En production, une fois en production, quand on a des dizaines, des centaines, voire des milliers de microservices qui vont parler les uns avec les autres, qui vont avoir dans leur cycle de vie, qui vont avoir des problèmes, qui vont crasher, qui vont planter, qu'on va devoir scaler, etc., etc. Toutes ces problématiques de run, on va devoir gérer ça avec un outil spécial qu'on appelle un orchestrateur. Donc là, c'est encore assez récent, les outils qui existent. Mais là, je parle des orchestrateurs principaux. Il y en a d'autres. Vous avez par exemple Swarm, qui est l'orchestrateur fait par Docker. Donc, initialement, Swarm, c'était un outil à part
de Docker, mais il y a, depuis quelques temps, ils ont mergé ces deux outils, et maintenant ça s'appelle Swarm Mode au sein du Docker Engine. Bon, on en pense qu'on en veut. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant avec cet orchestrateur, c'est qu'il est relativement simple d'accès. Une fois qu'on connaît, qu'on maîtrise Docker, Swarm, c'est assez simple à maîtriser parce que ça expose la même API, quasiment la même API. Donc c'est c'est sympa parce que c'est assez simple à prendre en main. Par contre, c'est vrai que c'est pas l'orchestrateur qui a le plus de features au monde. Ça reste assez basique et assez bas niveau. Un autre orchestrateur très intéressant, c'est Mesos, fait par Mesosphère. Donc ça, c'est un orchestrateur qui est un peu plus ancien, c'est le plus ancien de la bande. Et il est utilisé en production par des entreprises depuis pas mal de temps, et notamment par Twitter. Enfin, Twitter, ça a été le premier sponsor de Mesos. Et donc, toute leur infra de pub, Twitter, est sur Mesos. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a eBay, il y a Airbnb qui ont des grosses infras sur Mesos, et également Apple, Siri, par exemple, toute leur infra et l'infra de Siri est sur Mesos. Donc c'est quelque chose qui est assez robuste et éprouvé en production sur des très très grosses infras, c'est-à-dire avec plusieurs milliers de nœuds dans les clusters. Donc c'est assez costaud. Un nouveau venu, enfin plus récent sur le marché, c'est Kubernetes de Google, mais il est peut-être plus récent, mais c'est celui qui est largement le plus à la mode en ce moment et qui est en train de supplanter un peu tout le monde. Donc, c'est pas forcément l'orchestrateur le plus simple à prendre en main, le plus simple à déployer, mais par contre, c'est celui qui a le plus de concepts et qui permet d'aller le plus loin dans la gestion de ces applications. Donc, c'est vraiment c'est un orchestrateur super intéressant qui est orienté conteneur, contrairement à Mesos, par exemple, qui permet de déployer et des conteneurs avec Marathon, et d'autres types d'applications qui ne seront pas conteneurisées. Kubernetes, c'est vraiment orienté conteneur. Et donc, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a des concepts beaucoup plus avancés que sur les autres orchestrateurs, en fait. Et le dernier orchestrateur dont je vais parler, c'est Rancher. Donc ça, c'est un orchestrateur assez sympa parce qu'il est assez facile à appréhender et malgré tout assez puissant. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dedans assez facilement parce qu'il expose des web UI assez complètes qui permettent de faire pas mal de choses et d'avoir des dashboards, des visus graphiques assez sympas. Mais en même temps, si vous voulez aller plus loin, il vous permet d'automatiser tous les process en passant par des clients en ligne de commande, des fichiers de configuration YAML, etc. Enfin bon, bref, il permet de faire un peu tout. Et il est assez sympa parce qu'il permet d'aussi bien déployer sur des clusters Kubernetes, déployer sur différents types de clusters. En gros, il permet de changer le scheduler dans l'orchestrateur. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà, à l'époque, moi, il y a 2 ans, je travaillais sur la création de cette plateforme de microservices. J'avais choisi Docker comme système de conteneurisation et Mesos à l'époque, parce que Kubernetes était beaucoup moins avancé au niveau maturité. Vous allez probablement, en créant une plateforme de microservices, avoir besoin d'un service discovery. Un service discovery, c'est tout bête, hein, vous déployez plein d'applications, plein de services sur votre plateforme, et ces services, ils ont besoin de savoir où sont les autres services pour leur parler. Et ben, c'est tout simple, on va utiliser un annuaire dans lequel tous les microservices vont s'enregistrer au démarrage, et donc ensuite, si un microservice A veut parler à un microservice B, il va juste consulter l'annuaire pour savoir où il se trouve, donc quel est son adresse IP, par exemple, quel est son port. Il y en a plusieurs sur le marché, hein. Les plus connus aujourd'hui et les plus utilisés, c'est Consul, fait par HashiCorp, et etcd, fait par CoreOS. etcd, par exemple, c'est ce qui est utilisé par Kubernetes. C'est le service discovery de Kubernetes. Donc ça, c'est des services discovery écrits en Go, super légers, super rapides, etc., etc. Donc c'est assez sympa, mais il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple Zookeeper, qui est un peu plus ancien, écrit en Java, mais qui est super robuste. Bon, voilà. À l'époque, il y a 2 ans, du coup, moi j'étais parti sur Consul. Bon, mais voilà. Et du coup,
une fois qu'on a fait ces choix principaux d'outillage, on a souvent besoin d'un reverse proxy pour gérer le trafic réseau entrant sur la plateforme, c'est-à-dire en général entre Internet et la plateforme. Donc l'intérêt d'un reverse proxy, c'est d'avoir un software qui gère le routage des requêtes entrantes vers le bon microservice, vers le bon service. Donc typiquement, si on est en HTTP par exemple, on va se baser sur le nom de domaine. Donc tel nom de domaine va aller, les requêtes vont aller sur tel microservice, ou tel nom de domaine slash tel pass dans la query va aller sur tel autre microservice. Et un reverse proxy, on peut le voir aussi pour le service back-office, par exemple, qui va éventuellement pouvoir faire du load balancing entre ces trois microservices. Donc voilà, un reverse proxy, ça gère un peu tout ça. Et c'est donc assez indispensable dans ce genre de plateforme. Si on utilise un reverse proxy traditionnel, donc soit Nginx, soit HAProxy, ces reverse proxy sont configurables grâce à un fichier de configuration, tout simplement. Mais le gros problème qu'on a, c'est que notre infrastructure à droite, donc remplie de microservices, l'idée de cette infrastructure, c'est qu'elle soit dynamique, c'est-à-dire qu'on puisse updater les microservices très souvent, qu'on puisse ajouter des microservices très souvent. Bref, l'infra, elle n'arrête pas de bouger. Et du coup, c'est un gros problème parce que les routes configurées dans le reverse proxy n'arrêtent pas de bouger également. Elles bougent très souvent. Et on se retrouve avec un gros problème. Comme ces reverse proxy n'ont pas été construits à l'époque pour une infra qui est très dynamique, si on veut utiliser par exemple HAProxy dans ce type d'infra, on est obligé d'avoir un autre process qui écoute ce qui se passe dans l'orchestrateur. À chaque fois qu'on déploie un microservice, ce process génère un fichier de conf pour HAProxy et restart HAProxy en espérant que les connexions ne soient pas perdues entre les deux restarts. Donc on se retrouve avec une grosse usine à gaz, clairement, juste pour mettre à jour son reverse proxy et pour qu'il supporte le côté dynamique de notre infrastructure. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un nouveau type de reverse proxy. C'est parce que j'en aurais eu besoin à ce moment-là. Voilà, j'aurais eu besoin d'un reverse proxy tout simple qui puisse changer ses routes, sa configuration dynamiquement, sans devoir restarter, sans qu'il y ait toute une usine à gaz de plusieurs process pour gérer ça. Donc l'idée de base de Traefik, c'est vraiment tout simple, c'est qu'il est capable de se brancher sur l'API REST des orchestrateurs, de votre orchestrateur. Donc si par exemple vous utilisez Mesos, il va se brancher sur Mesos, et il va écouter tous les événements qui se passent dans votre infrastructure. Donc si vous déployez un nouveau microservice, Traefik va être au courant instantanément, et il va générer automatiquement une nouvelle configuration à chaud pour ses propres routes internes, et du coup sans avoir besoin de redémarrer. Donc ça, c'est quand même super important, et ça simplifie énormément le process parce que du coup, vous n'avez plus besoin de reconfigurer votre reverse proxy, vous le configurez une fois et après, c'est automatisé. Et surtout, c'est important parce qu'il ne redémarre pas, donc il ne change pas de PID. Il ne change pas, c'est toujours le même process. Et ça, c'est important parce que dans Docker, Docker a été fait pour monitorer un seul PID. Et donc c'est beaucoup plus simple d'avoir si vous containerisez Traefik, votre reverse proxy, qu'il ne change pas de PID à l'intérieur de votre conteneur. C'est beaucoup plus simple à gérer. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base de Traefik, la feature de base. Après, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc j'ai décidé de l'écrire en Go. Donc Go, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui a été créé par Google il y a quelques années. Et ils ont décidé de créer un nouveau langage pour écrire leurs outils d'infrastructure interne. En fait, à la base, ils utilisent massivement C++, Python pour leurs outils internes, et ils se sont rendus compte que c'était des langages, par exemple pour C++, super difficiles pour rentrer dans un projet, pour un nouvel arrivant sur un gros projet. Bon, c'est pourquoi, c'est parce que c'est un langage assez complexe.
Et Python, c'est pas forcément un langage super performant sur des gros projets, par exemple pour du network. Donc, ils ont voulu créer un langage un peu, un peu plus haut niveau que C, par exemple, donc Go et Garbage Collected, mais par contre assez relativement bas niveau pour faire des applis performantes, surtout au niveau networking. Et donc, Go a pas mal de features sympas, notamment, par exemple, depuis mon PC, je peux compiler des binaires pour Mac, je peux compiler des binaires pour Windows, pour ARM, pour n'importe quelle plateforme supportée par Go, il y en a beaucoup. Mais ce qui est sympa surtout, c'est que je peux compiler mon application dans un single binary. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que dans un single binary, il y a toute l'application plus ses dépendances. C'est-à-dire que si je veux déployer mon application sur un serveur, j'ai juste à copier mon binaire sur le serveur et ça va marcher automatiquement. Je n'ai pas besoin d'installer autre chose avant. Je n'ai pas besoin d'installer de machines virtuelles comme en Java, je n'ai rien besoin d'installer. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si je veux créer une image Docker avec mon application Go, j'ai juste à copier mon binaire dans une image Docker vide, from scratch, et c'est tout, ça fonctionnera. Je n'ai pas d'autres dépendances à avoir. Donc c'est génial parce que la taille de mon image Docker sera exactement la taille de mon binaire. Rien de, ni plus ni moins. Donc par exemple, la taille de l'image Docker de Traefik est vraiment minuscule. Hein. Enfin, je ne sais plus combien c'est aujourd'hui, mais ça doit être 15 ou 20 mégas, un truc comme ça. Donc Traefik supporte la connexion à plusieurs types d'orchestrateurs ou de back-end. Donc bon, déjà, on peut le connecter à Docker. On peut le connecter à Swarm aussi, à Kubernetes, à Mesos, Marathon, à Consul, à etcd, à Zookeeper et à d'autres. Enfin, la liste n'est pas complète. Donc en gros, ça supporte à peu près tous les orchestrateurs du marché. Ça supporte évidemment le hot reloading, ça c'est le truc de base. Donc vous n'avez pas besoin de restarter votre reverse proxy en changeant la configuration. Ça fait du load balancing. Donc du load balancing de base, c'est-à-dire weighted round robin. Donc vous assignez des poids à vos serveurs, à vos différents serveurs, et ça envoie plus ou moins de connexions en fonction de ces poids. Une autre stratégie intéressante, c'est le dynamic round robin. Donc Traefik, en fonction du taux d'erreur des requêtes qui va être sur chaque serveur, Traefik va modifier dynamiquement les poids assignés à chaque serveur. Donc ça va envoyer, par exemple, si vous avez un serveur qui produit pas mal d'erreurs, Traefik va baisser le poids de ce serveur et du coup va envoyer moins de requêtes. Donc ça c'est assez sympa, ça permet d'adapter dynamiquement les flux réseau envoyés à chaque serveur. Vous pouvez ajouter des circuit breakers dans votre architecture. Donc ça, c'est assez sympa dans les architectures microservices et c'est très utilisé. Typiquement, si vous avez un serveur qui renvoie trop d'erreurs, parce qu'il a son CPU à 100%, etc. Enfin bref, ça se passe pas bien sur votre serveur. Vous allez, plutôt que de continuer à lui envoyer des requêtes, qui vont partir en timeout, et du coup les requêtes vont s'empiler sur le reverse proxy, et du coup potentiellement ça risque de faire crasher votre reverse proxy au bout d'un moment. Plutôt que d'avoir ça, on va préférer couper le circuit, et si on détecte qu'un serveur est en mauvaise santé, on va directement renvoyer une erreur au client, sans envoyer la requête au serveur, et comme ça évitera d'empiler les requêtes. Donc on envoie des requêtes, on renvoie des erreurs, hein, tant pis, mais au moins on évite que les requêtes s'empilent sur le reverse proxy et potentiellement aillent faire crasher notre serveur qui est déjà mal en point. Et ensuite on reping notre serveur au bout d'un certain temps, et s'il est de nouveau OK, s'il s'est remis de ses émotions, on réouvre le circuit et on lui renvoie les requêtes. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est super important. Donc, en gros, on préfère tout de suite renvoyer des erreurs plutôt que de laisser des requêtes partir en timeout et faire écrouler notre infra. Bon, et ça supporte les derniers standards, donc les WebSockets et HTTP2. Donc ça, c'est assez sympa. Hein. Ça permet d'avoir un petit boost au niveau des performances, enfin petit ou très gros. Ça dépend. Donc je vais vous faire une petite démo. Déjà, on va partir sur une démo super simple, c'est-à-dire connecter Traefik à un Docker Engine, donc le Docker Engine qui est sur mon laptop. Okay. Donc
Trafic, on peut le configurer. Il a quand même une configuration. Enfin, sa configuration, je vous ai dit qu'elle était dynamique, c'est-à-dire qu'on peut changer les routes dynamiquement dans Trafic, mais il a quand même une configuration statique, c'est-à-dire quand je lui dis connecte-toi à l'API Docker, connecte-toi à l'API Kubernetes, ça c'est statique, et du coup on peut utiliser un fichier de configuration TOML pour le configurer, ou des arguments, ou une base de données avec les valeurs comme tcd-consul. Bon bref, vous avez le choix. Donc là, je vais le connecter à Docker, donc j'ai juste à décommenter cette ligne-là dans le fichier de configuration Trafic. Et je vais démarrer Trafic, tout simplement. Et donc, je vais aller sur la web UI de Trafic. Trafic expose une web UI qui permet d'avoir un petit dashboard tout simple. Donc là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose parce que je n'ai pas déployé de conteneurs sur mon infra. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais déployer des conteneurs. Peut-être mettre plus... Oups. Ok, donc pour l'instant, je n'ai pas de conteneur déployé, donc je vais en démarrer un. Est-ce que vous voyez? Oups. Ok, je vais démarrer un serveur web hyper basique, basé sur une image de Docker toute petite. Donc c'est un serveur web écrit en Go. Et l'unique but de ce serveur web, c'est d'afficher l'adresse IP courante du serveur web, et ainsi que les headers de la requête qu'il reçoit. Donc c'est tout bête, mais ça permet d'avoir l'adresse IP du conteneur Docker dans lequel il est lancé. Et je vais lancer ce serveur web avec des labels Docker, des labels un peu particuliers. Celui qui nous intéresse le plus, c'est traffic.frontend.rule égale host:/test.localhost. Et en fait, ce label va nous permettre de configurer une règle de routage dans Trafic. Et Trafic va comprendre cette règle instantanément. Il va savoir que toutes les requêtes entrantes vers le nom de domaine test.localhost vont devoir être routées vers ce conteneur, tout simplement. Donc on va lancer le conteneur et on voit qu'instantanément il est déployé sur notre, il est reconnu par notre reverse proxy, il est dans la web UI, et du coup on voit que la règle test.localhost sera routée vers le conteneur avec l'IP 172.17.0.2. Donc on va tester ça. Si on fait un curl, dommage. Je pense. On va... C'est mieux. Donc si je fais un curl sur test.localhost, on voit que c'est routé instantanément vers le bon conteneur. Et du coup, le conteneur m'affiche l'adresse IP, enfin les adresses IP du conteneur, donc l'adresse localhost 127.0.1 et 172.17.0.2. Donc ça marche comme prévu. Ce qui est intéressant, c'est que si je veux déployer d'autres conteneurs avec la même règle, on va voir ce qui va se passer. Donc j'en déploie quelques-uns. Voilà. On voit qu'instantanément, Trafic les reconnaît. Et là, on voit que en fait, il y a plusieurs serveurs. Enfin, ces conteneurs sont en fait plusieurs serveurs, mais qui sont assignés à la même règle. Et donc, ce qui est sympa, c'est que si je refais mon curl, donc la première requête atterrit sur le conteneur 172.17.0.2, mais après, ça change. 17.0.7. 17.06, 05, 04, 03, 02, etc., etc. Donc en fait, Trafic fait directement du load balancing entre tous ces serveurs. Voilà. Et ça, du coup, c'est instantané, c'est hyper simple. Ok. Donc vous voyez que ça reste assez simple, pour déployer un reverse proxy sur une infra Docker. Mais par contre, ça ne va pas nous être d'une grande utilité en production. En général, en production, on veut déployer nos applications sur plusieurs serveurs et du coup sur un cluster. Donc je vais vous montrer comment on déploie Trafic au sein d'un cluster Kubernetes.
Donc je vais démarrer un cluster Kubernetes grâce à Docker Compose. Et je vais changer la configuration de trafic. Donc plutôt que d'aller regarder l'API de Docker, je vais aller regarder l'API de Kubernetes. Et du coup, je lui dis juste que c'est à l'adresse localhost sur le port 8080. Donc une fois que j'ai démarré mon cluster Kubernetes, normalement, il va être accessible, enfin je vais pouvoir accéder à sa web UI sur le port 8080. Bon voilà, là j'ai rien déployé dans mon cluster Kubernetes, donc il n'y a pas grand chose à voir. Et je vais démarrer trafic. Voilà. Donc c'est pareil. Là il n'y a pas grand chose à voir dans ma web UI trafic parce que je n'ai pas déployé d'application sur mon cluster Kubernetes. Donc maintenant, je vais pouvoir déployer des applications sur mon cluster Kubernetes. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais déployer 3 applications. Donc sous Kubernetes, je vous ai dit, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des notions un petit peu plus avancées. Donc pour déployer, on commence par déployer des applications. Et ensuite, on va devoir déployer des services pour exposer ces applications au sein du cluster Kubernetes. Et ensuite, on va devoir déployer des ressources ingress pour exposer ces services depuis l'extérieur, donc pour du trafic entrant sur le cluster Kubernetes. Donc ça se fait en 3 étapes. Donc je commence par déployer mes applications. Donc je vais déployer 3 applications toutes bêtes. Donc c'est pareil, 3 serveurs web vraiment tout bêtes. Donc on utilise un fichier YAML pour décrire nos 3 applications qu'on veut déployer. Donc en gros, c'est 3 images Docker qui sont des serveurs web tout bêtes. Donc on lui donne un CPU max, de la RAM avec des limites, etc., etc. Donc je commence par déployer ça. Donc j'utilise donc je déploie ce fichier YAML, donc j'utilise la command line de Kubernetes kubectl. Donc j'applique ce fichier de conf. Donc instantanément, je vais le voir apparaître dans la web UI. Donc là, j'ai 3 applications qui sont démarrées. Je vais déployer également les services, donc 3 services associés à ces 3 applications, donc pour pouvoir exposer les applications dans le cluster. Voilà. Et enfin, je vais déployer ma ressource ingress, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui va me permettre d'accéder depuis l'extérieur à ces services, donc depuis l'extérieur du cluster. Donc les ressources ingress, c'est tout bête. En fait, c'est juste des règles de routage, tout simplement. Donc là, par exemple, la première règle de routage, c'est si j'attaque Kubernetes, enfin en l'occurrence trafic, avec le nom de domaine stilton.localhost, je serai routé vers le service stilton. Cheddar.localhost vers le service cheddar, etc., etc. Donc c'est vraiment tout bête, c'est simplement des règles de routage. Donc c'est comme ça que ça fonctionne dans Kubernetes. Vous pouvez à chaud modifier les règles de routage dans votre cluster. Et donc ça, c'est ce que Trafic va écouter sur l'API Kubernetes. Trafic, notamment, va écouter en particulier les ressources ingress, et dès qu'il y a un changement de ressources ingress, va modifier sa configuration interne de routage. Donc je crée ma ressource ingress, et là, en théorie, on voit que Trafic a créé plusieurs règles en interne. Donc une règle stilton.localhost, une règle cheddar.localhost et wensleday.localhost. Donc si je teste, je tombe bien sur du cheddar. Donc ça semble pas mal. Du stilton. Et du Wensleydale. Donc tout va bien. Donc on voit que en fait, Trafic a bien écouté l'API de Kubernetes et automatiquement a créé des routes en interne vers ces services.
Okay, donc on voit que c'est assez simple aussi. Il y a un petit peu plus d'étapes qu'avec Docker, hein, parce que je vous ai dit que c'était un petit peu plus complexe, mais en même temps, ça permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans Kubernetes avec toutes ces étapes. Donc vous avez vu qu'on peut créer à chaud des services, des ressources ingress, etc., etc. Ça permet d'avoir des ressources dynamiques beaucoup plus facilement. On voit que c'est relativement simple de déployer nos applications, nos services, nos conteneurs, et automatiquement d'avoir des routes qui sont créées pour chacun de ces conteneurs ou de ces services. Par contre, en production, on va souvent vouloir sécuriser les communications vers ces microservices. Et là, se pose un problème. Parce que comme on a déjà tout automatisé nos déploiements, comment on fait pour automatiser la sécurisation de la communication, donc notamment ça va passer par des certificats SSL. Pour gérer cette problématique, on s'est appuyé sur un nouveau service qui s'appelle Let's Encrypt et qui est en fait une autorité de certification. Et ce qui est sympa comparé aux autres autorités de certification existantes, c'est qu'elle délivre des certificats gratuits. Donc, bon, déjà, c'est important. Mais surtout, on peut automatiser ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils exposent une API REST et du coup, on peut créer automatiquement un certificat pour un nom de domaine particulier. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, sur Traefik, on s'est servi de ce service qui nous permet, du coup, à chaque fois qu'on déploie un nouveau microservice, si on le souhaite, d'aller requêter un certificat SSL chez Let's Encrypt, et du coup, qui sera valide. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc ça permet d'automatiser complètement la chaîne, même la sécurisation des flux. Et du coup, ça gère aussi le renouvellement des certificats dans le temps. Donc vous n'avez pas grand-chose à gérer, quoi. Donc ça, c'est une autre feature assez sympa de Traefik. Donc Traefik a aussi une image Docker officielle. Donc c'est quand même assez pratique parce que déjà c'est plus court à écrire, vous faites Docker pull Traefik, mais surtout c'est sympa parce que les images officielles Docker sont plus safe que les images non officielles parce qu'il y a pas mal de checks de sécurité qui sont faits dessus et en plus elles sont reviewées à chaque fois par des gens chez Docker qui ont quand même l'habitude, qui font ça tout le temps. Donc c'est assez sympa d'avoir une image officielle, c'est plus rassurant. Un autre point qui est assez sympa, c'est que Traefik fait maintenant partie d'un projet un peu plus global qui est fait par Cisco, qui est sponsorisé par Cisco et qui est un projet open source qui s'appelle Mantle et qui est en fait en gros une plateforme qui permet de déployer des microservices, donc qui utilise d'autres briques open source, style Terraform, Kubernetes, Mesos, Docker, etc. etc. Et fin 2015, ils ont décidé de switcher d'achat proxy vers Traefik parce que c'était beaucoup plus simple pour eux à gérer. Donc ils avaient un besoin d'avoir un reverse proxy dynamique et du coup ils ont switché sur Traefik et ça il y a 1 an et demi déjà. Donc ça c'est quand même assez sympa et ça permet de montrer que ce projet est quand même assez sérieux, quoi. J'ai déjà parlé de fromage. Je vais en parler encore. En fait, on a décidé d'appeler chaque release avec un nom de fromage français. Donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de fromage anglais parce que c'est un des mainteneurs qui est anglais et du coup, il a discrètement mis des fromages anglais dans des exemples de la doc. Mais bon. Donc la release 1.0, c'était reblochon et la release 1.1, c'est camembert. Donc dans camembert, on a introduit plusieurs features assez sympas. Déjà, un mode cluster. Donc, si vous souhaitez déployer plusieurs instances de Traefik, de base, il n'y a pas de problème, comme n'importe quel reverse proxy. Il peut commencer à y avoir des problèmes à partir du moment où vous activez Let's Encrypt sur Traefik. Pourquoi? Parce que Traefik va récupérer des certificats SSL. Et du coup, si vous déployez plusieurs instances,
eh ben, il faut qu'il puisse partager ses certificats SSL. Donc ça, c'est un premier problème. Après, je vous épargne les subtilités, mais en plus, avec Let's Encrypt, il faut résoudre des challenges techniques pour prouver qu'on a bien le nom de domaine, etc., etc. Et du coup, il faut pouvoir stocker un état centralisé quand on déploie Traefik en mode cluster. Donc c'est ce qu'on a introduit dans la version 1.1. Et on peut déployer plusieurs instances de Traefik avec une base de données clé-valeur, comme Consul, par exemple, qui nous permet de stocker notre état, nos états. On supporte également le mode Swarm, donc le nouveau Swarm, depuis la 1.1. On supporte un driver générique Mesos en plus du driver Marathon. On supporte l'authentification basique. Traefik n'a pas vocation à supporter tous les mécanismes d'authentification et d'autorisation au monde, parce que ça deviendrait trop compliqué, et puis ça n'a pas tellement de sens dans une archi microservice, parce que le deal, c'est plutôt que ce soit un microservice spécifique qui gère ça. On a mis en place l'authentification basique pour quand même avoir un truc simple et rapide. Mais par contre, pour quelque chose de plus avancé, style LDAP et compagnie, on va préférer la délégation de l'authentification à un microservice spécifique. Dernier point, l'affinité de session. Je n'ai jamais été fan de ça, surtout dans une archi microservice, mais il y a un contributeur qui a très gentiment fait une PR pour ajouter ça, et surtout, ça nous permet de supporter quand même des archis plus legacy, donc c'est quand même assez sympa d'avoir ça, même si évidemment, c'est pas recommandé dans une archi plus récente, parce que ça pose pas mal de problèmes, quoi. Dans la V1.2, qui est sortie en début d'année, Morbier, donc on a introduit pas mal de nouveautés, notamment le support de Rancher. Donc ça, c'était très demandé. Donc il y avait déjà un support qui avait été fait par quelqu'un de chez Rancher, mais du coup c'était assez compliqué, c'était un peu une usine à gaz. Donc là, on le supporte nativement. Le support d'Eureka aussi. Eureka, ça fait partie de la stack Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le service registry de la stack Netflix, en gros. Et donc on peut, dans la stack Netflix, maintenant déployer Traefik, et ça permet de simplifier un petit peu le routage. Un autre truc sympa, on supporte l'export de métriques vers Prometheus. Donc Prometheus, c'est un outil de monitoring assez récent, écrit en Go, lui aussi, comme beaucoup d'outils récents d'infrastructure, et qui est quand même super à la mode, parce qu'il est super simple d'utilisation et assez robuste. Donc ça a été fait chez SoundCloud au départ, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est assez sympa parce qu'on supporte nativement l'export de métriques vers Prometheus. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc là, je vais démarrer une stack Prometheus avec Grafana. Donc Prometheus, c'est juste un outil qui permet de recueillir les données. Et Grafana, du coup, ça va nous permettre d'avoir des dashboards sur ces données, sur ces métriques. Je vais reconfigurer Traefik sur Docker pour que ce soit plus simple pour la démo. Donc je démarre. Je réinstancie un conteneur sur le nom de domaine test.localhost. Donc je devrais le voir ici. Voilà, bon, donc j'ai tous les conteneurs de la stack Grafana, Prometheus, etc. Et puis j'ai mon conteneur tout en bas, test.localhost. Et du coup, je devrais pouvoir accéder sur le port 3000. Voilà, là je suis sur Grafana. Et j'ai accès à un dashboard particulier fait pour Traefik. Et donc pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai pas fait j'ai pas fait de requête sur Traefik, donc il n'y a pas grand-chose à exporter comme métrique. Mais si je fais des requêtes sur mon serveur, je vais commencer à voir apparaître quelque chose dans le dashboard, et je peux même aller plus loin. C'est-à-dire balancer beaucoup de requêtes d'un coup avec WRK, qui est un outil de benchmark. Et là, en théorie, si je mets plutôt depuis 5 minutes,
Voilà, vous voyez que vous avez tout de suite des choses intéressantes qui commencent à apparaître. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais typiquement, vous avez le nombre de requêtes agrégées par status code. Donc ça, c'est automatiquement fait par trafic. Donc ça vous permet d'avoir des dashboards instantanément de ce qui se passe et de faire du monitoring sur votre network vraiment instantanément, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a ajouté. C'est quelque chose qu'on a ajouté sur la version 1.2 et qui était pas mal demandé. Autre chose qui était très demandée, les health checks. Au départ, on s'est toujours appuyé sur les health checks des orchestrateurs, et d'ailleurs, c'est ce qu'on recommande de faire quand c'est possible, parce que c'est le rôle des orchestrateurs de gérer la santé de tous vos services. Dans le cas où c'est pas possible, ou dans des cas particuliers, on a quand même implémenté des health checks qui vous permettent de gérer à trafic, de ne plus envoyer de flux réseau sur un service qui n'est pas en bonne santé. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Enfin, une autre petite commande qu'on aime beaucoup. Si jamais vous avez besoin... Oups, je vais éteindre ça. Si jamais vous utilisez Trafic et que vous trouvez un bug, et que vous voulez en parler à l'équipe, vous tapez Trafic Bug. Et du coup, automatiquement... Hop, ça sert à rien. OK. Merci Chrome. Alors je sais pas où j'en suis, mais je vais le refaire. Hein. Automatiquement, ça va vous ouvrir une issue sur GitHub, sur le projet Trafic, du coup, préformaté. Et surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il y a toute votre conf dedans. Donc, votre architecture, la version de votre trafic, etc., etc. Et votre conf, qui est en plus qui est anonymisée, offusquée. Donc, toutes vos adresses IP, vos adresses email qu'il y a dans votre conf sont anonymisées. Et du coup, ça nous permet d'avoir tout de suite toutes les infos nécessaires pour traiter votre issue. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est assez pratique. Trafic 1.3. Donc là, on l'a réalisé il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous reconnaissez, c'est Raclette. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté? Donc déjà, on est passé d'un cycle de release de 4 mois à 2 mois. On a décidé de raccourcir le cycle de release pour être beaucoup plus agile, en gros. 4 mois, c'était très long et ça faisait des releases un peu dans la douleur à la fin. Donc on a décidé de passer à 2 mois. Bon, on a peut-être des changelogs un peu plus réduits, mais ça nous permet de faire des releases beaucoup plus facilement. Donc on a ajouté... on a fait un peu de boulot sur l'authentification basique qu'on avait ajoutée dans la version précédente et on a ajouté la possibilité de la gérer par front-end, donc par rule. Ça, c'était très demandé, plutôt que globalement. On a ajouté le support d'AWS DynamoDB, donc ça vous permet de stocker votre conf dans DynamoDB. Et on a ajouté aussi un truc sympa qui est un dashboard filter. Donc, si vous avez beaucoup de front-end, donc là, c'est pas le cas parce qu'il n'y a rien qui est déployé. Mais si je redémarre Trafic... Et voilà, vous avez un nouveau filtre là, si vous avez beaucoup de règles, vous pouvez juste filtrer, par exemple, Prometheus. Bon là, il y en a plein qui s'appellent Prometheus, mais c'est Advisor, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça vous permet de n'afficher que ce qui vous intéresse dans la web UI. Donc c'est quand même, enfin c'est tout bête, mais c'était assez demandé et c'est assez pratique. Bon, je ne vous parle pas du reste, parce que là, c'est juste quelques features qui sautent aux yeux et qui sont visibles, mais après, on a fait pas mal de boulot en interne, derrière, et aussi sur tous nos process et notre infrastructure interne qui nous permettent de déployer automatiquement et de tester automatiquement Trafic. Donc aujourd'hui, donc le projet est open sourcé depuis septembre 2015 et aujourd'hui ça se porte plutôt bien parce que sur GitHub il y a plus de 8400 stars, donc c'est un projet qui est quand même super actif. Il a été téléchargé plus de 8 millions de fois. On a mergé 730 pull requests
et il y a 148 contributeurs aujourd'hui. Et en gros, on est une équipe d'une dizaine de mainteneurs pour gérer tout ce projet. Du coup, j'ai assez rapidement décidé de quitter mon job et de créer une société pour développer ce produit, parce que c'était quand même beaucoup plus simple. Et en février 2017, on a fait un tour de table et on a levé 1 million d'euros. Donc ça, c'est quand même assez sympa parce que ça me permet déjà de ne plus être tout seul sur le projet à temps plein. Et surtout, maintenant, on est une équipe de 5 à temps plein sur le projet. Donc j'ai quelques stickers, si vous voulez, j'en ai mis là-bas. Et je vais terminer sur une citation de Keisler Tower, qui est un évangéliste chez Google et qui travaille plus particulièrement sur Kubernetes. Et donc il a tweeté ça, c'était en 2016. Du coup, il dit on est en 2016 et j'aimerais vraiment avoir un load balancer qui marche sur tous les clouds et qui expose une vraie API qui permette de manager dynamiquement sa configuration. Et donc 20 minutes plus tard, on est en 2016 et j'ai peut-être trouvé un load balancer qui expose une vraie API qui supporte tous les clouds. Trafic. Merci à tous. Donc là, vous avez toutes les adresses, si vous voulez, du projet, etc. Si vous voulez aller faire un tour, vous êtes les bienvenus, et encore plus si vous voulez contribuer, évidemment. Et on a un tout petit peu de temps pour des questions. Rapidement. Très rapidement. Alors, on va aller là. Bonjour. J'ai juste une question par rapport à Swarm et Trafic. Est-ce qu'il supporte multi-overlay? C'est-à-dire multi-overlay, c'est-à-dire j'ai plusieurs applications en overlay. Est-ce que je peux mettre un seul trafic ou est-ce que c'est-à-dire plusieurs networks? Ouais. Oui, il supporte plusieurs networks. Par contre, il faut que tu spécifies à Trafic quel network tu veux utiliser, mais oui, il le supporte. Ok, merci. Bonjour. Est-ce que tu as prévu de rajouter des systèmes de hooks ou des systèmes de middleware qui permettraient de router le trafic en fonction d'un bout de code ou d'un bout de... Genre des plugins? Ouais. Ouais, alors oui, c'est prévu. Mais je comptais bien me reposer sur le système de plugins de Go. Alors pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe dans Go, il n'y a toujours pas de plugin pour l'instant natif. Donc on ne peut pas genre loader des DLL ou des SO, quoi. Donc là on peut le faire depuis la 1.8, donc c'est une version assez récente, mais c'est vraiment pas sec. Donc il y a une PR qui est ouverte sur Trafic, mais c'est tellement compliqué à mettre en œuvre que j'en parle même pas. Mais un jour ce sera simple et ce sera possible. Une dernière question, j'ai vu là-bas. Bonjour. Donc mon consul avec mon consul template et mon Nginx, enfin mon consul template et mon Nginx, je peux le remplacer par Trafic. Hein. C'est le but. D'accord. Oui. Parfait. Non, désolé. Merci à tous.